Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec une grande joie que j'ai accepté cette proposition de l'association Culture Égalité de présenter cette première émission Femmes Mauvaises Yeux, réalisée par toute l'équipe de Culture Égalité et surtout avec la collaboration précieuse des techniciens, des techniciennes, de toute l'équipe de Zouk TV que nous remercions vraiment chaleureusement. C'est un véritable défi pour nous. Nous voulons faire une émission de 90 minutes, vraiment une gageure. Nous savons que vous allez nous aider à relever ce défi et nous comptons sur vous. Alors, nous vous remercions aussi d'être là, devant ce téléviseur, et à écouter, à vous dire, mais qui sont-elles? Que veulent-elles? Que veulent ces féministes? Qu'est-ce qu'elles vont encore nous raconter? Est-ce qu'elles vont changer nos vies? Nous sommes sûrs, et je suis sûre que vous posez ces questions. Alors, qui nous sommes? Une équipe de femmes, une équipe de féministes qui existe depuis, cette association existe depuis 18 mois, qui veut participer, porter sa pierre à la construction de notre monde commun pour cette société. Voilà tout simplement ça. Alors est-ce qu'elles débarquent? Est-ce qu'elles vont révolutionner le monde? Est-ce que d'autres n'ont rien fait avant? Pas du tout. Nous savons que dans notre pays, depuis la fin du 19e siècle, les luttes des femmes existent et ont été porteuses de choses positives pour les femmes. Les femmes, pendant 120 ans, se sont battues, se sont mobilisées, et chaque génération a porté cette pierre à la construction d'une autre société. Elles se sont mobilisées, ce mouvement des femmes, avec des faiblesses, des hauts et des bas. Et justement nous, cette nouvelle génération que sont les féministes actuelles, et ces féministes de Culture Égalité, nous voulons prendre conscience de ces faiblesses, nous voulons réagir par rapport à ça et se dire qu'est-ce que nous voulons porter de plus, comment nous allons faire évoluer ce mouvement, pourquoi encore il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, pourquoi encore parler d'inégalité. Donc après une analyse, nous disons on va travailler autrement, on va intervenir autrement, on fera autrement, ce qui veut dire qu'il y a d'autres façons et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et nous voulons les faire avec vous, nous voulons les faire avec toutes les femmes de la Martinique. Alors comment nous allons changer l'ordre des choses? Comment nous allons intervenir? C'est vrai que ces inégalités entre les hommes et les femmes, nous avons parlé de respect, nous parlons souvent de responsabilité, de lutte contre les violences faites aux femmes. L'ESSEST, qui est la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le thème de cette année. Nous voulons simplement dire qu'il y a une chose, une base claire et nette, que tous ces thèmes, tous ces éléments prennent naissance dans une société où il y a certains qui ont des privilèges et d'autres, les femmes, qui payent très cher cette position d'infériorité dans laquelle elles sont. Et c'est vrai que nous avons, c'est un constat, et qu'allons-nous faire? Comment réagir par rapport à ça et qu'est-ce que nous voulons faire? Alors, il nous paraît essentiel que les femmes s'organisent de façon autonome pour réfléchir ensemble, pour construire ensemble, pour se poser des questions et aussi pour repérer ensemble comment se construit cette société d'inégalité, comment elles vivent cette société d'inégalité, et les amener à se poser les bonnes questions, à se dire est-ce que moi, femme, je ne reproduis pas, je ne construis pas aussi cette société d'inégalité, comment j'y participe? Alors nous voulons nous allons ensemble réfléchir à tout ça et voir comment nous pouvons tout d'abord retrouver nous-mêmes, retrouver une confiance en nous, retrouver une affirmation de nous-mêmes pour pouvoir déconstruire cette société, déconstruire ces stéréotypes et reconstruire une société nouvelle. Donc, comment nous allons nous y prendre? Nous verrons bien. Pendant 90 minutes, nous allons sans prétention vous présenter certains éléments qui construisent cette société, qui nous posent problème, et nous allons voir comment les femmes, de façon consciente, inconsciente, puisque nous sommes toutes dans cette société qui est une société dans laquelle nous sommes tous et toutes moulés, comment nous transmettons certaines valeurs. Alors, à travers quoi? À travers certaines rubriques, 5 rubriques, c'est pas rien, 5 rubriques. Alors nous vous amenons à découvrir ces rubriques et puis à prendre un petit carnet avec un crayon parce que nous aurons un concours final. Alors écoutez bien, soyez attentifs
et à vous de réagir après et nous dire comment vous avez vécu cette émission et aussi ces quiz que nous allons faire passer dans l'émission. Merci beaucoup. Alors là aujourd'hui, nous allons commencer par une rubrique, c'est-à-dire qui s'appelle Tifi et Tigasson, pour Tifi et Tigasson monter quand et quand. Comment nous allons éduquer nos enfants pour qu'ils grandissent dans l'égalité, pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui construisent aussi cette société d'inégalité et ne subissent pas tout ce que subissent actuellement les hommes et les femmes. Nous avons choisi pour cette première rubrique, pour cette première émission, les jouets. Comment les enfants, comment nous allons transmettre à travers les jouets des valeurs, des représentations, des stéréotypes qui nous plombent dans certains rôles, qui plombent les hommes et les femmes dans des rôles sexués. Et nous allons tout de suite découvrir nos catalogues de jouets. Et pour vous présenter cette émission, nous avons avec nous Marilyn Patol, que nous remercions d'être là, et Roger Cantacuzen. Alors Marilyn est psychologue et Roger Cantacuzen est chercheur associé en sociologie à l'Université des Antilles et de la Guyane. Merci à vous de porter votre contribution à notre association Culture et Égalité. Alors, je n'ai pas de petite fille ou de petit garçon, mais si j'en avais un, je ne sais pas exactement, je ne suis pas très nouvelle technologie, donc peut-être que j'offrirais à un petit garçon quelque chose à monter, comme une maquette ou des sortes de je trouve plus le mot. De bricolage pour monter quelque chose, une voiture, un camion, un vaisseau spatial. Et une petite fille, je sais pas, c'est un peu plus difficile. Mais moi, je suis plutôt à offrir des objets culturels. Après, j'essaie quand même de faire attention à leurs envies, donc ils m'auraient peut-être dit ce qu'ils avaient envie. Moi, des livres, parce que généralement, j'offre déjà des choses pendant l'année. Et à Noël, j'offre tous les livres aux enfants. Parce que très souvent, ils me demandent les jeux, les scolaires, quelque chose comme ça. Mais je peux faire le point de l'année pour eux. Et à Noël, je fais des livres. Si j'avais un enfant de 10 ans, fille ou garçon, d'abord, je n'aurais pas offert tout ce qui a trait à la violence. C'est-à-dire les faux revolvers, enfin tout ce qui est armes. Et puis, il y a aussi, bon, je suis peut-être avant-gardiste, mais seulement c'est pas rentré dans les mœurs. Je me vois mal avec un gamin de 10 ans lui apporter une poupée. Parce que c'est pas rentré dans les mœurs et effectivement ça ferait le buzz qu'un gamin de 10 ans reçoive une poupée ou tout ce qui a trait à la féminité. Alors, donc c'est vrai, il y a aussi ce combat à mener parce que tout revient à l'enfance. Quand un enfant a eu justement, on lui apprend déjà et dans la plus petite enfance que les armes existent, qu'ils peuvent s'en servir, etc. Donc moi, je suis anti-armes quand il s'agit, je suis anti-armes de toutes les façons. Mais pour des jouets, je trouve que c'est hors de propos. En fait, c'est pas moi qui offre la Noël aux enfants. Les enfants, ils ont 6 ans. C'est messieurs, c'est mademoiselles, enfin, mon idée, on est anti-bonhomme, identifié aux jumeaux. Ils ont l'internet toute la cette journée, ils ont ça. Bon Dieu merci, c'est justement pas trop regardant, ils ont pas demandé ni avion, ni bagaille comme ça. Ils ont ni petit bagaille, ils ont demandé moi, oui. Alors qu'est-ce que je vais offrir en particulier? Je n'ai pas encore reçu la liste. Donc, comme je suis c'est moi qui transmets au Père Noël. Donc on me donne la liste et puis je vais voir le Père Noël en espérant que cette année il va passer. À Noël, eh ben, c'est pas encore, mais en tout cas, je suis très sensible, étant dans la culture, à offrir à mes enfants des jouets d'antan, des jouets. Moi, je me rappelle lorsque j'étais petit, ben, je fabriquais moi-même mes petites voitures. Donc je suis très pour ce genre de cadeaux
pour un petit peu redécouvrir la culture. C'est pour ça que je dis ça, hein? Parce que acheter des cadeaux, Barbie, ça c'est pas bagaille nous qui là, je suis totalement contre ça. Et même portable maintenant. Portable c'est un moyen de communication. Pas besoin d'attendre Noël pour qu'il chaud. Si nous besoin de portable, besoin d'internet, c'est tout côté à communiquer. Si tu n'as pas ça, tu es hors du temps. C'est un handicap. Donc je crois que le portable ce n'est pas un cadeau. Alors si on le traduit comme étant un cadeau, comme étant un jouet, non. Il faut savoir utiliser le portable à bon escient. Alors vous avez vu là maintenant comment on a bien vu cette première dame hein, qui dit comment elle choisit un jouet pour des garçons, tout ce qui est autour de la construction, et puis l'autre dame qui aussi a des difficultés à dire bon ben offrir une poupée à un garçon. Nous allons regarder un petit extrait de la domination masculine qui va encore nous montrer comment ces jouets sont installés dans les magasins et nous allons voir le témoignage d'un vendeur. Je sais pas si vous voulez des explications en même temps sur les... Parce que là dans le domaine de l'imitation vous avez tout ce qui est cuisine, ça plaît beaucoup, mais ça c'est spécialement pour les filles. Hein. Donc toujours dans le but que l'enfant puisse imiter maman, ce qu'elle fait toute la journée en fait. Jamais on a vendu ça pour un petit garçon. Donc les petites balayettes. Donc là l'imitation d'anciens balais, comme on trouve plus ça aujourd'hui. Et donc là comme à la maison encore une fois, pour imiter maman. Par expérience, ça on voit tout de suite quand même que c'est un produit qui va plus intéresser les filles que les garçons. Et donc celle-ci c'est juste des petites figurines, mais par contre elles ont toute une odeur. Donc Charlotte aux fraises a l'odeur de la fraise. Non, c'est aussi chez les garçons, mais c'est pas le même style d'odeur. On va dire que... Enfin là, il y a quelques années, ils avaient sorti un produit en fait où on grattait, et ça avait des odeurs, mais plus des odeurs de poubelle, des odeurs de pied. Et donc ça c'est pour les garçons. Et pour les filles, ça sent la fraise et la rose. J'aime mon nouveau rouge à lèvres. Moi. She's the girl, she's the one gonna change the world. Beaucoup plus imaginaire, on va dire que les filles elles vont imaginer à partir d'une cuisine ou quelque chose d'existant, alors que les garçons vont plus se créer tout un monde avec des personnages. Parce que par exemple ça les dérangera pas d'avoir ça avec la voiture de Batman. Donc là on est dans la forêt, et là on va avoir une voiture de Batman qui n'existe pas du tout, et les enfants, les petits garçons vont mélanger tout ça et se créer un monde. Donc je pense que c'est beaucoup plus... ils créent beaucoup plus leur imagination, avec vraiment n'importe quoi. Et enfin là on arrive au déguisement pour les petites filles, et donc là on est toujours dans les princesses, pour être la plus belle au bal. Là pour les filles ça tourne quand même généralement autour de ça, donc princesse, des belles petites robes comme ça. Ça les enfants adorent se déguiser. Chez les garçons il y a les héros, il y a l'espace, il y a police, cow-boy. Chez les filles ça reste toujours principalement princesse. Voilà, vu que c'est des princesses, les princesses n'ont pas de pouvoirs spéciaux, donc voilà, elles se prennent juste pour la plus belle de la soirée, et elles sont très contentes comme ça. Alors nous allons voir à travers, nous avons fait un diaporama, nous avons pris des photos de catalogues de jouets, et vous verrez un petit peu, c'est édifiant, comment encore à cette époque, nous sommes encore dans ces catalogues qui montrent les jouets de cette façon. Donc là, vous voyez, bon ben, toujours pareil, nous avons les garçons, les petites filles là avec la balayette, avec l'aspirateur, et bien entendu c'est toujours les représentations des rôles. Là encore, nettoyer à deux, on voit la maman et la fille. Là c'est pareil, en plus c'est rose, hein. On montre bien les filles dans ces rôles tout à fait traditionnels, dans la poussette, on nettoie à deux tout à l'heure.
On est dans le soin, on est dans le pouponnage. Et bon, bien entendu, les Barbies, tout le monde connaît. Et puis regardez bien les Barbies quand même. L'homme, il est toujours bien habillé. Et puis les filles, on voit comment elles sont. On va reparler d'ailleurs, ce sera la prochaine rubrique sur la question de l'hypersexualisation. Et puis les hommes, ils sont dans des tenues avec des airs assez particuliers, qui bombent le torse. Roger Cantacuzen nous parlera de ça tout à l'heure. Et puis les voilà encore, avec ces jouets voici les jouets de garçons. Nous voyons bien que ça n'a rien à voir avec tout ce qui était présenté tout à l'heure. Ils sont sur des motos, ils jouent au ballon. Et puis, même pour les jouets qui représentent les laptops, c'est-à-dire les ordinateurs, l'ordinateur de la fille, il est tout joli, il est mignon, il est rose. Et puis, l'ordinateur du garçon, c'est un vrai ordinateur. On le montre ayant déjà l'allure du vrai ordinateur. Et voilà, voilà l'enfermement. On montre le garçon avec le revolver en main et la fille qui est attachée à sa poupée. Et c'est vraiment ça dont nous allons discuter aujourd'hui. Et Marilyn, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça? Comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux parents, aux familles qui nous regardent, aux mères qui nous regardent, aux pères qui nous regardent, qui nous écoutent? Non, ce qui est frappant, c'est assez effrayant d'ailleurs, c'est la pérennisation des rôles depuis un certain nombre, depuis l'époque de nos mères, de nos grands-mères, etc. C'est-à-dire que le jouet est vecteur d'imaginaire. Ce qui me frappe dans ce reportage, c'est que l'imaginaire justement, le jouet est support de cet imaginaire, et quand on offre à des petites filles des aspirateurs, des tables à repasser, je me demande quel est l'imaginaire qu'elles peuvent déployer. Elles sont dans une identification effectivement à ce qu'elles pensent être le rôle de la mère, mais qui sont données en plus par l'extérieur, parce que parfois leur mère n'est pas forcément dans ce rôle à la maison. Et en tout cas, il y a quelque chose qui très tôt barre l'imaginaire, et il y a une transmission de certaines valeurs qui sont des valeurs classiques, qui sont des valeurs effectivement, on peut dire pratiquement de soumission, je dirais, de la femme à un certain rôle. Et oui, c'est interpellant de toute façon. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il l'a bien dit, le monsieur, le vendeur du magasin, et que les filles n'ont pas d'imaginaire. C'est-à-dire que quand on est une princesse, quand on est une reine, ça n'a pas d'imaginaire. Alors, c'est un petit peu surprenant, oui, ça c'est son opinion. Oui. Les filles, voilà, une princesse n'a pas de pouvoir. Il a dit une princesse n'a pas de pouvoir. Sauf que quand on regarde justement les derniers films pour enfants, le fameux mythe de Blanche-Neige qui est revisité, regardez le dernier opus de Blanche-Neige qui est sorti, qui s'appelle Blanche-Neige et le chasseur. Ce n'est plus la Blanche-Neige soumise, effrayée par une belle-mère terrifiante et qui se perd dans la forêt, c'est une guerrière. Donc je pense que malgré tout, il y a des petits messages qui sont en train de changer, heureusement, et des choses qui plaisent beaucoup aux enfants. Non, donc oui, la princesse n'a pas de pouvoir, c'est terrible. Oui, mais il y a une étude qui a été faite sur les catalogues de jouets par une jeune femme à la Sorbonne. Sur les 30 dernières années, dans les catalogues de jouets, les choses se sont aggravées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas systématiquement autant d'une répartition sexuée des choses, et les choses s'aggravent dans les catalogues. C'est intéressant parce que ça arrive d'une façon très parallèle avec une évolution quand même de la femme dans la société, avec une visibilité plus grande de la femme. Mais parallèlement, on enferme les enfants dans des rôles très tôt et des transmissions qui sont faites à notre insu la plupart du temps. Oui. Roger, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça chez les garçons? Effectivement, les garçons et les filles, d'une manière générale, c'est-à-dire que l'industrie du jeu, en fait, a développé une segmentation, vraiment une segmentation filles-garçons, avec des rôles, mais des rôles qui sont très très marqués et qui sont très stéréotypés, et qui n'existaient pas auparavant. C'est-à-dire que si on revient au tout début du XXe siècle, il n'y avait pas de jouets pour garçons et de jouets pour filles. Ça, c'est vraiment une invention de l'industrie du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils jouaient avec quoi? À l'époque, c'était les cerceaux, c'était les osselets, que jouaient aussi bien les garçons que les filles. Et y compris les poupées de l'époque, c'était aussi bien les garçons que les filles. Donc, ce n'était pas encore aussi stéréotypé. Et c'est progressivement, en fait, qu'on a eu une segmentation du marché. Et lorsqu'on a développé l'industrie du jouet, en fait, on a cantonné les jouets pour les filles à 3 domaines. C'est-à-dire le domaine du ménage,
le domaine de la maternité et le domaine de la beauté. Et avec comme un petit peu, alors ce qu'on présentait, c'était un petit peu l'idée que la fille fera comme sa mère. Donc d'ailleurs la figure qui est généralement présente dans les catalogues, c'est la mère à côté de sa fille. On ne retrouve jamais le père présent en tant que père. On ne retrouve pas le rôle de père dans les... On avait une image qui montrait nous allons nettoyer à deux. C'est ça, c'est ça. C'était la mère et la fille. C'est la mère et la fille. Et en fait, donc, quand on regarde les jouets pour enfants, bon, c'est la poupée qui va servir, la fille sera mère. Ce sera tout ce qui va, même concernant les voitures pour les filles, ce sera des voitures poussettes ou des voitures pour emmener le bébé ou éventuellement des voitures pour emmener Barbie faire le shopping. Voilà, et donc, ce que je voulais... maternité et beauté. Et chez les garçons, cet enfermement, j'aimerais bien que vous nous en parliez, parce que vous avez étudié cette... Alors, chez les garçons, les rôles sont déjà complètement différents, c'est-à-dire que le garçon, on ne va pas tellement retrouver le rôle du père, on va plutôt retrouver le rôle du super-héros. Là, le super-héros extrêmement présent, donc c'est vraiment une figure qui est présentée comme une figure virile et comme une figure guerrière. Et d'ailleurs, les jeux qu'on va retrouver pour les enfants, c'est beaucoup, pour les garçons, c'est beaucoup l'occupation de l'espace. Il faut vraiment occuper et maîtriser l'espace, donc à travers les voitures, à travers également les armes, et y compris, alors les rôles sont présentés différemment parce que les rôles des garçons en général sont beaucoup plus aventuriers, si on veut, alors que les rôles des filles sont beaucoup plus cantonnés. Et en même temps, ça plombe les garçons aussi dans ce développement de cette espèce de virilité qu'on veut justement absolument montrer chez les garçons. Et c'est ça qui construit aussi, et c'est ce que nous voulons quand même dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, qu'en donnant ces jouets à ces garçons et en donnant aussi sans esprit critique surtout, et nous voulons amener les parents et les familles à avoir cet esprit critique, on plombe surtout ces garçons dans ces rôles qui deviennent ensuite des rôles d'hommes dominants. Et je crois que c'est comme ça qu'on construit cette société, déjà à travers les jouets, déjà à travers les propos aussi, et le langage que nous avons. On construit ces femmes qui sont des femmes soumises, comme vous disiez tout à l'heure, Marilyn Patol, et ces hommes qui deviennent des petits chefs, comme vous disiez, des héros. Et ça, c'est extrêmement important que les gens réfléchissent à tout ça et voir que ce n'est pas donner un jouet, ça ne doit pas être innocent. Ce geste-là, on doit réfléchir et on doit développer notre esprit critique. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, Marilyn? Oui, regardez la première intervenante qui dit qu'elle va offrir à son garçon peut-être plus un jeu dans l'espace. Déjà, un jeu dans l'espace de construction, ça va développer aussi des compétences particulières chez le garçon. Et c'est beaucoup plus porteur, justement, vecteur d'imaginaire et porteur de cette rêverie. Tandis que la fille, c'est très stéréotypé, c'est enfermé. C'est pas un grand vecteur d'imaginaire que d'avoir une table à repasser, une machine à laver, quoi qu'on en dise. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui pèse très tôt. Maintenant, ce qui est quand même frappant, c'est comment les enfants rentrent tellement vite dans cela. Et effectivement, même après, je les vois quand je les reçois, ils disent mais je ne veux pas ce jeu-là, c'est un jeu de fille ou c'est un jeu de garçon. Absolument. Donc ils le répercutent, et ça dès l'âge de 3 ans. Je les entends, non, ça c'est pour les filles, je ne le prends pas. Ça je prends c'est un jeu pour les garçons. Mais je connais aussi des petits garçons qui utilisent des Barbies, mais simplement justement en construisant cet imaginaire dont on parlait, quand le vendeur tout à l'heure disait oui, les garçons se prennent ce jeu-là et puis ils construisent un monde. Ben, j'ai vu un petit garçon aussi prendre une Barbie et construire un monde, mais simplement dans son monde, la fille devait effectivement être sauvée par le héros qui chevauchait un dinosaure et qui devait sauver la belle princesse. Donc ils sont capables de l'intégrer, mais toujours en répercutant les mêmes rôles. Alors il y a je crois que c'est un constat, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a aussi des associations, il y a des éducateurs, j'en connais une particulièrement, enfin des professeurs et dans des crèches qui amènent les jeunes, les enfants à repérer un petit peu tous ces jouets et à les classer. Donc nous montrons aussi quelques diapositives qui permettent de montrer comment ça s'organise, comment les choses, on ne peut pas, alors là on a une diapositive qui montre un petit peu comment des jeux qui ont été faits à partir des jouets de garçons, des jouets de notes, des jouets de filles, amener les enfants à avoir un esprit critique, à faire autrement,
alors identifions les jouets de filles et les jouets de garçons et discuter avec eux et ça se fait avec des élèves de 6e déjà, et je vous assure que j'ai vu une collègue à moi travailler dessus, c'est assez édifiant. Donc là aussi, travailler, je crois que c'est le rôle de ceux aussi et de celles qui sont dans les crèches, qui sont dans les maîtresses, les professeurs des écoles, qui sont dans les maternelles, à amener aussi, à revisiter, mais vraiment revisiter chez eux la façon d'utiliser les jouets et les jeux les jouets et les jeux dans les écoles, l'utilisation des jeux dans la cour, dans les classes par exemple. Je ne sais pas si les choses ont tellement changé, mais à un moment il y avait le coin des filles où il y avait le coin avec la dinette et tout le reste, et d'autres jeux. Donc il faut que nous puissions aussi chez nos éducateurs et nos éducatrices, chez nos professeurs des écoles, tous ceux qui transmettent, que nous puissions les amener à cette prise de conscience comme dans les familles. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Marie-Hélène? C'est-à-dire que j'entends souvent les parents aussi avoir une peur de voir leur petit garçon choisir une poupée, avec tout ce que ça peut impliquer comme fantasme, comme projection sur le futur, sur des inversions d'identité sexuée. Donc il y a tout ça aussi qu'il faudra démystifier, je dirais, en amont. Non, jouer avec une poupée ne rend pas forcément différent après dans ses choix sexuels. Voilà, donc nous allons, Roger, juste un mot pour si vous aviez juste quelque chose. Non, juste pour dire que en fait les jouets c'est déjà une forme de socialisation, donc qui prépare un certain nombre de rôles dans la société, et la difficulté c'est lorsqu'on enferme les rôles sociaux, alors qu'en fait les enfants doivent être capables d'évoluer d'un rôle à un autre. Une fille est tout à fait capable de jouer avec un tracteur ou une voiture tout aussi bien que de jouer avec un enfant et avec de jouer à la poussette, autre chose. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'il ne faut pas enfermer les rôles sociaux. Il faut vraiment que les capacités de l'enfant puissent être développées de manière diverse. Voilà, alors nous avons fait un petit quiz pour questionner un petit peu, que chacun et chacune se questionne, qu'on puisse se dire, bon, comment je fais, quels sont les gestes que j'ai. Alors j'ai toujours choisi des jouets en fonction du sexe de mes enfants. Oui, non. Pensez-vous qu'il y a des jouets, des jeux réservés aux filles et des jeux réservés aux garçons? Pensez-vous que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes rôles dans la société? Avez-vous souffert d'une répartition inégalitaire des rôles dans la famille, au travail, en politique, dans les syndicats, dans les associations? Alors, ce quiz, c'est une auto-évaluation, une autocorrection. Ça nous permet de nous questionner sur nos comportements, sur nos valeurs. Et nous disons que si vous avez un seul oui, il faut absolument réagir, parce que ce sont ces oui-là auxquels on répond qui nous plombent, qui plombent nos enfants dans cette société inégalitaire. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette rubrique avec nous, et merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur cette rubrique. Alors nous allons passer à une autre rubrique qui s'appelle Droits Femmes. Nous avons vu là actuellement comment on pose les bases de l'inégalité, et hier, mardi 25 novembre, c'était la journée internationale des droits des femmes, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et c'est pour cela que nous avons choisi pour cette rubrique Droits Femmes de parler de la question des violences faites aux femmes. Donc nous allons recevoir notre camarade, notre copine Sylvie Javaloyes, qui va venir débattre avec nous sur la question des violences faites aux femmes. Alors cette éducation sexuelle, comme nous l'avons vu dans la précédente rubrique, pose les bases des violences faites aux femmes, parce que ça pose les bases aussi de la domination, des petits garçons qui se construisent dans la domination, et des femmes, des petites filles qui se construisent dans la soumission. Alors ce n'est pas par hasard que nous avons choisi pour cette rubrique de parler des violences faites aux femmes, et pour ça nous avons avec nous Sylvie Javaloyes, qui est membre de l'association Culture Égalité, et nous allons débattre de ces violences dont les femmes sont vraiment encore victimes. Alors c'est vrai que hier c'était la journée internationale
pour l'élimination des violences faites aux femmes, et de partout dans le monde, les féministes se mobilisent pour dire qu'il faut absolument que cette violence, c'est inacceptable, c'est le niveau le plus haut de la domination masculine, il faut que ça s'arrête. Donc ces violences sont inacceptables, elles sont vraiment inacceptables, et c'est pour ça qu'aussi que nous avons participé à Culture Égalité, et nous participons à cette campagne qui a commencé depuis hier jusqu'au 10 décembre. Alors nous allons nous allons quand même interroger à travers ce micro-trottoir, est-ce que les femmes sont, est-ce qu'il y a encore une volonté, est-ce que c'est nécessaire encore de mener cette campagne? Voilà. Alors nous, Sylvie. Donc en fait la question précise c'est est-ce qu'il est encore nécessaire selon vous de mener des campagnes contre les violences faites aux femmes? Donc nous allons voir avec le micro-trottoir ce que les gens ont pu vous répondre. Je pense que s'il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes, elle est effectivement nécessaire. Mais je ne connais pas les chiffres. S'il y a toujours beaucoup de violences, il faut toujours essayer de l'éradiquer. Donc, il ne faut pas se lasser pour ce genre de choses. Ah bien oui. Ah oui, parce qu'on a l'impression que ça recommence. Il faut continuer parce que nous sommes dans une société violente qui fait que les femmes et les hommes subissent la violence. Donc comme les femmes ont toujours été soi-disant inférieur par rapport à l'homme, ça mérite quelque chose d'exceptionnel. Mais il faudrait faire. Mais je suis pour la campagne de la violence contre hommes et contre les femmes. Pour tout le monde, pas de violence, quoi. Eh bien, je pense que c'est doublement d'actualité. On dirait d'ailleurs que c'est un fait exprès. Plus on lutte contre la violence faite aux femmes, et plus il y a de femmes justement qui sont victimes de cette violence. Alors, peut-être qu'on en parle trop, je ne sais pas. Mais il est certain que de tout, même les gamines de 3 ou 4 ans qui sont violentées par les hommes. Non, la question est toujours d'actualité. Ce qu'on peut regretter, c'est que malgré toutes les campagnes, malgré tous les combats, malgré toutes les contestations, on n'arrive pas à faire comprendre qu'une femme, c'est une entité qu'il faut respecter. À mon avis, oui, il faut toujours mener des campagnes contre la violence faite aux femmes. Tant qu'il y aura battre femmes, tant il faut nous dire arrêter ça. D'autant que depuis un siècle, il y a un bon battage qui fait à ça, mais pour autant, ça n'a pas bien changé. Et puis aussi, d'où revient la femme martiniquaise à proprement parler, c'est un sujet que j'aime beaucoup traiter, la femme martiniquaise. Parce que ça, yo pas savent, c'est qu'elle est, là, yo fait tab non moun Martinique. Ces femmes-là, t'es encore moins bien traitées que ces noms-là. Et après l'abolition de l'esclavage, c'était force travail, yo t'es besoin de travail nom, travail femme, yo pas besoin de ça. Donc femmes-là, t'es toujours minorée dans la société nous, et femmes toujours minorées dans la société nous, jusqu'à jeudi jour. Donc oui, je pense que c'est un bon bagage pour défendre femmes. Femmes toujours besoin de défendre, même si ça va déranger le monde. Et même parfois, femmes même, ça va déranger que non me dit ça. Mais bon, oui, pour moi, nous, hommes conscients, femmes conscients, pour défendre tout ça qui mérite de défendre. Et femmes qui battent, femmes qui coin, femmes qui bakou, femmes qui face à violence, tout modèle de violence qui nie, faut nous mobiliser contre ça. Juste à temps, il n'y a pas main femme encore, et puis non pas main homme, non pas main femme, personne pas main royaume. Violence faite aux femmes. Moi, je suis déjà contre toute forme de violence. Violence faite aux femmes, violence faite aux hommes aussi, parce qu'il faut en parler, parce que ça existe. Hein? On a tout lieu de croire que la violence est d'un côté, mais il y a la violence partout. De manière générale, on doit éradiquer. Mais je suis très sensible lorsqu'une femme est victime de violence. Quelle que soit la forme de violence, soit des violences, pas besoin de mettre un moule pour violenter, hein, en parole qu'à partir et puis ou qu'à violenter. Donc la violence faite aux femmes, c'est quelque chose qui ne sera pas peut-être éradiqué, mais il y a une prise de conscience à faire prendre aux uns et aux autres pour respecter la femme. Alors Sylvie Javaloyès, nous savons que les violences existent
dans notre pays, mais aussi dans le monde. Et les chiffres sont de plus en plus importants, quelles que soient les formes d'expression de violence. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet? Alors en fait, je suis déjà ravi que visiblement les gens prennent conscience que ces campagnes sont absolument nécessaires, que la violence faite aux femmes est vraiment une violence particulière et qu'elle est instituée dans nos sociétés, qu'elle est instituée dans certains États. Il y a des politiques, il y a des familles aussi qui estiment que cette violence est une obligation, que les femmes doivent se cantonner à un rôle et dès l'instant où elles en sortent, eh bien, il est normal qu'elles subissent des agressions. Et visiblement, les gens en sont quand même tout à fait conscients. Je voudrais aussi répondre au monsieur qu'il y a des hommes violentés. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a bien des hommes violentés, mais il faut que ce monsieur constate que... Je voudrais qu'il me donne un exemple, tout simplement. Par exemple, est-ce qu'il a en tête un jogger qui fait son jogging du matin et dont on retrouve le cadavre brûlé qui a été violé dans la campagne? Je crois que malheureusement traité dans les faits divers, mais ces histoires ne sont arrivées qu'à des femmes, qu'elles soient d'ailleurs jeunes, moins jeunes ou relativement âgées. En plus, les agresseurs, ce sont vraiment ils sont dominants, donc une femme est à leur portée, c'est une victime potentielle, et quelle que soit sa situation, eh bien, ils l'agressent. Et ça, il faut quand même que les gens le reconnaissent. Cette violence, on la retrouve et dans les familles, et dans la rue, dans le travail. Quand votre patron, votre chef de service, ou même votre collègue se permet de vous dire « ma petite doudou chérie », alors qu'en fait, vous êtes là dans un lieu précis à assumer une fonction, un rôle pour lequel vous êtes rémunéré, et qu'en face de vous, vous avez une personne qui ne vous traite pas comme quelqu'un qui travaille, mais comme quelqu'un qui est là, disons, dans un rôle de séduction, puisque c'est comme ça que certains peuvent nous voir, et bien ça pose problème. Ça veut dire que nos compétences ne sont pas toujours reconnues par ces personnes. Et je voudrais effectivement annoncer quelques chiffres qui effraient quand on les lance comme ça. Mais toutes les institutions nationales et internationales se préoccupent de ces violences à juste titre, puisque déjà de la naissance à la mort, les femmes subissent de la discrimination. Plus de 60 millions de femmes ont disparu, entre guillemets, du fait de la sélection des fœtus. C'est-à-dire quand on se rend compte que, quand une femme, enfin dans une famille, on se rend compte qu'on attend un enfant qui est une fille, on avorte. Donc parce que c'est une fille, c'est quand même assez terrifiant. Les féminicides dont on a beaucoup parlé au Mexique, les femmes sont tuées, massacrées parce qu'elles sont des femmes. C'est la seule raison du meurtre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de chiffres très précis sur la Martinique, mais on sait qu'à l'espace d'écoute de l'Union des femmes de la Martinique, beaucoup de femmes chaque année se rendent dans cet espace pour dire leur souffrance, pour dire qu'elles ont du mal à en parler, qu'elles ne se font pas entendre, et que là, elles arrivent encore à rencontrer des personnes qui vont les diriger vers des institutions ou tout au moins aussi les aider à sortir de cette situation et à les aider à redresser la tête, parce que tout est là en fait. C'est que annoncer des chiffres terrifiants, c'est très bien. Non, ce qu'on peut dire que dans la Caraïbe, les chiffres des violences envers les femmes sont quand même très très importants. Et les féministes de la Caraïbe se mobilisent aussi dans ces campagnes. Et c'est un fléau, c'est vraiment un fléau, et c'est vraiment qui perdure dans les îles de la Caraïbe. Alors, ce qu'il faut... Oui. D'ailleurs, justement, le thème aussi de notre petite île voisine, la Dominique, et aussi aujourd'hui le thème que la Martinique a choisi en fait sur l'inceste. Sur l'inceste, comme on a vu aujourd'hui, puisque le thème de la campagne cette année en Martinique c'est l'inceste, et à la Dominique nous avons dans notre journal, nous montrons aussi des photos des campagnes qui sont menées à la Dominique. Alors quelles sont ces différentes formes de violence? Quelles sont-elles? Est-ce que les violences sont seulement physiques, puisque nous parlons de violences physiques qui sont des bousculades, des cris, des étranglements, des gifles, mais en dehors de ça, il existe aussi d'autres formes de violence. Il y a toutes sortes de violences, effectivement, parce que le panel de la violence, malheureusement, est presque illimité. Il y a les violences sexuelles, la violence physique, elle est d'abord, effectivement, ça peut commencer par des coups, et la première gifle devrait nous alerter et nous dire que c'est un endroit où on ne doit pas rester.
Il y a aussi les violences sexuelles, mais ça veut dire que déjà là, on est assujetti à une violence telle qu'on n'a peut-être plus les moyens de réagir. Il y a l'attentat à la pudeur, les pratiques sexuelles imposées, non voulues, ça c'est très courant, que ce soit dans le couple, dans les relations amoureuses, etc. On l'entend. Il y a les violences psychologiques, les insultes, l'humiliation permanente, le harcèlement, la jalousie, le fait de dire que tu es à moi, mais on n'est jamais à personne. La violence économique, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui les femmes sont quand même les premières à subir tout ce qui est travail partiel, précarité d'emploi, les métiers difficiles à organiser comme l'aide à la personne, où ce sont en plus des métiers sur lesquels les personnes sont non seulement mal payées, c'est mal organisé, enfin c'est pas très simple de s'organiser autour de ça. Il y a la violence sociale, à partir du moment où on n'a pas de transport en commun devant sa porte et qu'on n'est pas soi-même véhiculé, et ben, pour aller au théâtre, c'est un petit peu compliqué, qu'on n'a pas envie de traîner dans les rues de Fort-de-France, simplement aller boire un pot, parce que quand vous avez des hommes jeunes, vieux qui sont là et qui, vous savez, quand vous passez sur le trottoir, qui vous détaillent de la tête aux pieds, qui sifflent, qui vous font des remarques désobligeantes, c'est absolument pire que désagréable. Et puis voilà. C'est-à-dire à partir du moment où la liberté des femmes est entravée, on est dans une violence. C'est un début de la violence. Et ces expressions de violence, elles peuvent être individuelles, collectives, dans le couple et dans l'espace public. Malheureusement, on la retrouve partout. Partout on la retrouve. Et ces violences se mettent en place car il y a vraiment ces rapports inégalités entre les hommes et les femmes. Et il y a cette domination qu'utilisent ces hommes pour appuyer cette violence, pour appuyer vraiment le fait qu'ils soient ceux qui doivent décider, c'est ceux qui doivent conduire les choses dans notre société. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on puisse en parler et reparler et questionner les femmes et voir aussi comment comment on peut réagir et comment identifier les violences. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est amoureux, quand on est amoureuse, et quand nous sommes dans une relation tout au début, c'est le début du mariage, ou bien même avant le mariage, ou bien on parle de la relation de couple aussi, hein, on se dit, bon, il ne veut pas que je voie ma famille, il ne veut pas qu'il m'a donné une gifle, mais c'est parce que c'est vrai qu'il était énervé, et puis il s'excuse, et on laisse passer les choses, et on a tendance à ne pas réagir, et les petits signes qui pourraient nous faire repérer toutes ces violences qui viendront, parce que cet homme-là, il s'excuse, hein, ce qu'on appelle le cycle de la violence, nous voulons attirer l'attention des femmes sur tous ces petits signes qui posent déjà les bases d'une relation qui ne sera pas une relation harmonieuse. Mais déjà, en fait, je pense que les hommes et les femmes, sur ce terrain-là, sur le côté affectif, partent pas du même niveau. Tout à l'heure, vous parliez des jouets. Eh bien, quand on formate les petits garçons à être des héros, des dominants, des actifs, hein, et qu'on formate les petites filles à être des passives, des petites fées, s'occuper d'elles-mêmes, d'être jolies, etc., d'être disponibles, eh bien, dans la relation amoureuse, forcément, elle se construit aussi sur une inégalité. Si on commençait peut-être à apprendre à nos petites filles à être brillantes avant d'être jolies, je pense qu'on ferait déjà un grand pas. Et si on apprenait aussi aux petits garçons toujours à être brillants, mais à être actif, oui, mais on n'est pas obligé d'être actif et être agressif, tous ces costumes. Et d'être héros. Et d'être des héros, voilà, enfin, on peut avoir des relations tout à fait saines entre personnes, tout à fait agréables et tout à fait positives, sans forcément monter sur ses grands ergots ou sans forcément baisser la tête en étant soumise. Alors, ce que nous voulons aussi dire, c'est que cette relation, cette discrimination entre les hommes et les femmes, ces violences, ces inégalités, sont d'autant plus difficiles à éradiquer parce que se pose la question affective, parce qu'on se bat contre la discrimination, contre le racisme, les gens se mobilisent. Mais à partir du moment où l'affectif rentre en jeu, il y a cette difficulté pour les femmes
de réagir, de s'opposer et d'être en résistance. Et ça, il faut le savoir. Elles aiment, et d'ailleurs, elles aiment leur homme, elles aiment l'homme avec qui elles sont persuadées aussi que les choses vont changer, qu'il va changer, qu'il va redevenir ce qu'il était. Mais il y a aussi d'autres éléments qui empêchent aux femmes de réagir, parce qu'elles sont aussi dans des situations de dépendance. C'est-à-dire que, bon, pour partir, pour laisser le foyer violent, il n'y a pas cette autonomie financière. Il faut avoir un logement, mais malgré tout, nous pensons qu'il y a quand même un questionnement que nous voulons amener chez les femmes. Nous pensons qu'il faut très tôt réagir et regarder comment nous acceptons ces choses-là et comment progressivement, nous-mêmes, avec l'éducation que nous avons reçue, nous acceptons des choses sans réagir. Et c'est dans notre association à Culture Égalité, nous voulons amener les femmes avec les petits questionnaires que nous faisons, à observer le quotidien, à observer leurs attitudes, à observer comment ça se passe dans cette relation à deux, pour pouvoir ensuite réfléchir à comment nous allons nous en sortir, parce que ce qui est important pour nous à l'heure actuelle, c'est amener ces femmes à se redresser, amener ces femmes à relever la tête, à prendre confiance en elles-mêmes, etc. Tout à fait. Donc, à elles-mêmes se questionner sur ce qu'elles attendent de cette relation et observer ce qui se passe autour d'elles et en face d'elles. Et en fait, au moins, il faut qu'elles sachent observer tous les petits signes et être capables d'en discuter avec leur compagnon, leur mari, enfin la personne avec qui elles partagent leur vie. Mais pour être vigilante, il faut déjà aussi sortir de cette idée que on est une petite femme, que c'est une fatalité, que c'est normal, qu'une histoire d'amour ça peut pas être une histoire tout simplement que belle, qu'il y a forcément des choses pas très agréables. Mais pas très agréable, ça veut pas dire qu'on doit limiter votre liberté, ça ne veut pas dire qu'on doit vous humilier en public, ça ne veut pas dire que l'on doit vous éloigner de votre famille et de vos amis. Donc interrogez-vous, effectivement, on va peut-être passer un petit quiz, puisqu'on a préparé un quiz pour que les femmes se posent un petit peu des questions s'auto-critiquent, voilà. Et souvent, ce que je voulais quand même dire avant de passer au quiz, nous avons longtemps discuté avec les femmes sur la question de la jalousie, et nous avons entendu des jeunes femmes nous dire il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime. Et là aussi, nous devons nous interroger sur cette jalousie que l'on est persuadé que c'est une chose magnifique, mais qui nous empêche de vivre, qui nous prive de notre liberté. Et c'est ça, il faut y réfléchir. Et réfléchir aussi avec nos jeunes, nos filles et nos garçons et nos jeunes filles. Donc nous allons, comme l'a dit Sylvie, passer ce quiz qui nous permet, c'est un petit peu notre technique à Culture Égalité, de questionner les femmes. Voilà. Alors, dans notre relation avec l'homme qui partage notre vie, quelles sont les attitudes, quelles sont nos attitudes? Interrogeons-nous. Tu continues la lecture. Donc par exemple, il veut contrôler tout ce que je fais. Est-ce que je lui rends des comptes? Est-ce que je lui donne mon emploi du temps? Je veux toujours avoir le dernier mot et prendre toute... Excusez-moi, je vais beaucoup trop vite. Je veux toujours avoir le dernier mot. Il veut toujours avoir le dernier mot et prendre toutes les décisions. C'est la plupart du temps moi qui fais les concessions ou je n'ose pas exprimer mes opinions. Il s'emporte quand les choses ne sont pas faites comme il le désire. Je me sens incapable. Oui, non. J'essaie sans cesse de faire mieux et cela m'épuise. Oui, non. Il est jaloux. Je pense que c'est parce qu'il m'aime. Je ne sors jamais sans lui. Et donc toutes ces petites interrogations en fait vous montrent que il a tendance à me dénigrer, à m'humilier en public. Je n'ai aucune confiance en moi. Je m'efface lorsque nous sortons ensemble. Il tente de m'isoler en m'éloignant de mon entourage et de ma famille. Je vois ma famille et mes amis en cachette. Oui, non. Il a raison, il veut préserver notre couple. Oui, non. Il a été violent physiquement, mais aussi verbalement. Je ne dis rien pour ne pas envenimer les choses. J'essaie de me conduire de manière à ne pas provoquer sa colère. Il m'impose des relations sexuelles. Je me laisse faire. C'est normal, c'est lui l'homme, il a des besoins.
Donc quel que soit le nombre de oui que vous avez pu obtenir, il faut vous interroger en fait sur la relation que vous êtes en train de vivre et vous dire que ça n'est surtout pas une fatalité et qu'il y a peut-être un moyen d'éviter encore d'entrer dans un cycle de violence qui risque de s'installer. Et il faut peut-être que toutes ces femmes se valorisent. Elles ont toutes des compétences, elles ont toutes des qualités. Elles manquent simplement de confiance en elles parce qu'on ne leur a pas appris à dire non. Oui, alors, et ça, c'est très important. C'est la première chose. Ce petit questionnaire, ce petit quiz, c'est vraiment une auto-évaluation. C'est-à-dire que c'est érogé sur nous-mêmes et nous disons qu'à partir d'un seul oui, il faut aller en parler. Et c'est important d'aller en parler avec des spécialistes. Il y a des espaces d'écoute qui existent, il y a des psychologues, il y a aussi peut-être une bonne amie. Se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pour pouvoir réagir, et comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, se redresser, se dire mais ce n'est pas normal. Si on a un seul oui, il faut se dire que ce n'est pas normal. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir individuellement retrouver cette confiance en nous pour que nous puissions aussi collectivement agir sur la société, parce que les luttes continuent collectivement. On se refait une santé, on redresse la tête, on redresse le torse et on se dit mais c'est pas normal que je reste dans ça. Donc il faut absolument que moi je suis un être humain à part entière. C'est une évidence. Il n'est pas question que je reste dans cette soumission. Il faut essayer. Ce n'est pas simple. Hein. Nous disons que c'est pas un travail facile. Il est difficile. Mais pour ce travail, si ce travail individuel est fait, eh ben il va s'appuyer aussi sur des actions collectives. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous demandons aux femmes de nous rejoindre dans toutes les manifestations qui sont faites contre les violences faites aux femmes. Il faut absolument qu'on puisse prendre cette énergie aussi dans ces actions militantes, prendre de l'énergie dans ce collectif, parce que le collectif donne de l'énergie. Donc, on veut bien se construire individuellement, c'est important, parce que si on a toujours la tête baissée, on ne va pas s'en sortir, mais l'action collective nous permet de poser les vraies questions aussi à notre société, à nos politiques, à cette société. Tout à fait, c'est surtout ça en fait. Oui. C'est que le collectif permet de mettre en évidence ce qui se passe dans notre société. D'abord, ces femmes, si elles sont victimes, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, parce que la plupart du temps, quand vous avez de très bonnes amies, vous avez l'occasion, si elles sentent que vous avez une oreille, elles sentent dans votre discours que vous pouvez comprendre que les violences sexuelles, les violences masculines existent, etc., elles vont se confier, elles vont le dire. Et le fait de pouvoir dire, déjà, elles sortent de cet étouffement, etc., et elles déjà leur redressent la tête. Mais le fait d'aller effectivement dans les milieux associatifs, de participer aux manifestations qui se passent, de rencontrer des femmes avec qui en parler, c'est ça aussi qui vous fait avancer, qui vous donne de la force et qui vous donne confiance en vous-même. Et surtout ne pas s'isoler, et parce que le premier acte d'un prédateur de violence, c'est nous isoler. Le prédateur d'ailleurs, il isole sa proie. Voilà, de nous isoler, et ça il faut absolument sortir de l'isolement pour pouvoir retrouver cette énergie, retrouver cette force et redresser individuellement mais ensemble, se retrouver vraiment en tant que femme et qu'être humain. Donc nous avons aussi des numéros de téléphone que nous vous donnez. Vous pouvez aussi appeler le 3919 pour en parler. Il y a aussi l'espace d'écoute de l'Union des femmes, c'est le 71 26 26. Il y a si vous êtes vraiment victime de violence, il y a le 17 qu'il faut appeler. Il ne faut pas hésiter tout de suite à appeler le 17. Mais vous avez aussi des associations comme l'ADEPAS qui sont tout à fait prêtes à vous recevoir, c'est le 50 72 33, 50 72 33, mais nous allons laisser tout le tas de dépliants à Zouk TV, vous pourrez les retrouver, nous allons vous les donner aussi. Nous serons à Saint-Pierre samedi prochain, nous sommes toute la semaine dans différentes communes, et vous pourrez les retrouver dans toutes les actions des actions de lutte contre les violences faites aux femmes qui vont se faire pendant cette campagne. Et d'ailleurs le 10 décembre, vous allez aussi les retrouver quand nous allons clôturer cette campagne. Alors merci, alors prenez ce petit, nous allons laisser aussi le quiz à Zouk TV, vous allez le retrouver sur notre site, nous allons vous donner l'adresse du site ultérieurement. Donc prenez votre carnet, répondez en toute sincérité, avec vous-même dans votre petit coin, sans personne dans votre
en se retirant et en réfléchissant sur nous-mêmes, ou avec une copine ou une amie qui peut vous aider aussi à réfléchir. Nous avons aussi sur notre journal Femmes ouvertes yeux, nous avons le journal qui est le même titre que l'émission. Vous allez retrouver ce quiz, il vient de sortir, hein, on l'a récupéré de l'imprimerie là à l'instant. Donc vous avez le quiz qui est dessus. Nous allons laisser quelques exemplaires ici, mais vous allez le trouver sur nos stands pendant la campagne violence. Donc allez, et puis venez absolument, lisez ce journal qui est le deuxième. Le premier c'était sur la sexualité, on va aussi en laisser. Donc voilà. Et nous allons maintenant, nous remercions Sylvie d'avoir partagé ce moment, mais c'est normal qu'elle le partage avec nous, c'est une membre de Culture Égalité, c'est tout à fait, mais c'est un fléau important et là nous devons continuer la lutte parce que les choses ne cessent pas et elles sont de plus en plus insidieuses. Il faut se dire aussi que la violence est devenue vraiment banalisée, mais elle est insidieuse. On voit qu'il y a moins de violence, moins d'assassinats maintenant en Martinique, mais il y a vraiment beaucoup de violences psychologiques, des femmes malmenées, des femmes qui sont mal dans leur couple et qui n'osent pas le dire et qui sont humiliées. Et tout le temps, on en rencontre, tout le temps. Et même des femmes âgées, des femmes qui ont 70 ans, 80, et là elles parlent. Donc il faut réagir et puis nous disons la meilleure façon de lutter contre les violences c'est de faire un geste et de ne pas se dire bon et puis de rester dans l'isolement le plus complet, dans le silence, parce que le silence aussi, même pour celles qui ne sont pas victimes de violences, le silence est complice. Il faut dénoncer partout ces violences et les hommes qui luttent aussi contre les violences faites aux femmes, il faut que ce soit que eux, de façon tout à fait autonome et individuelle, que eux ils dénoncent et qu'ils disent aux voisins, qu'ils disent aux frères, qu'ils disent aux camarades qu'il faut arrêter ces violences. Et il faut oser le dire, il faut aussi oser dire ces comportements qui sont des comportements machistes, qui sont des comportements de dominants, si nous voulons construire ensemble ce monde commun. Donc mais dans ce début du 21e siècle, c'est quand même inacceptable. Mais il y a encore du chemin à faire parce que nous voyons bien que l'éducation que nous donne à travers les jouets, à travers les médias, à travers les clips, prépare cette violence et c'est de plus en plus. Donc nous devons développer notre esprit critique, nous devons absolument réagir et puis en discuter, en parler et ne pas rester seul et ne pas s'isoler. Voilà ce que nous voulions vous dire sur les violences. Sylvie. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir pris votre temps et j'espère que vous aurez eu toutes les informations que vous souhaitiez, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Merci. Alors, nous continuons notre émission et nous avons vu comment l'éducation des garçons, des petites filles se fait. Nous avons vu comment on pose à travers cette éducation les bases de cette société inégalitaire, les bases de cette violence. Mais nous allons quand même voir, c'est important pour nous construire positivement, pour nous construire dans des identités positives, comment les femmes de notre pays participent aussi et ont participé à toute la construction sociale et politique et économique de notre pays. C'est pour ça que la troisième rubrique de notre émission s'appelle Histoire femmes. Comment ces femmes comment ces femmes ont évolué dans ce monde en Martinique, et nous allons avec vous découvrir. Nous avons choisi de parler aujourd'hui des femmes dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire, comme on dit en créole, la Guerre 14. Merci, et on va passer la parole tout de suite à nos deux animatrices, Géraldine de Touré et Yamina Louhi. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi le thème de la guerre 14. Donc, Géraldine de Touré, merci d'être là, membre de l'association Culture Égalité. Yamina Louhi, toutes les deux, membres de cette association. Et vous allez nous dire un petit peu comment les femmes de la Martinique ont participé à cette guerre en Martinique. Alors, lorsque le 3 août 1914, la France entre en guerre,
avec l'Allemagne. La Martinique compte à peu près 184 000 habitants, la population est à 85% rurale et les femmes représentent environ 50,24% de la population. Donc elles sont plus nombreuses? Oui, elles sont mais pas de beaucoup, 92 440 000 femmes pour 91 564 000 hommes. Donc elles sont plus de la campagne aussi alors? Oui, puisque 85% de la population habite la campagne, donc effectivement les femmes sont majoritairement rurales. C'est pas comme aujourd'hui où en fait la majorité de la population est concentrée dans le périmètre Fort-de-France, Schellcher, Ducos, Lamentin. Voilà, en ce début du XXe siècle, il existe en Martinique des associations de femmes, comme par exemple la Prévoyance des femmes, Saint-Louis des dames ou l'Union des dames de Tivoli. Alors ce sont ce qu'on appelle des sociétés mutualistes, héritières des associations serviles, qui sont ces associations d'entraide des esclaves. Donc les sociétés mutualistes, ce sont des mutuelles? Non, ce ne sont pas des mutuelles. En fait, ce sont on les appelle sociétés mutualistes parce qu'on met ensemble un certain nombre de ressources. Mais leur objectif, c'est de venir en aide à l'humanité souffrante. Ça fait partie de leur statut. Et pourquoi on les appelle les héritières des associations serviles? Parce qu'à l'époque de l'esclavage, ce sont les femmes qui animaient les associations, qui organisaient le soutien, la fuite de certains esclaves, participaient à la logistique pour les révoltes, etc. Et les femmes ont continué ce type de présence lorsque l'esclavage s'est arrêté au sein des associations sociales, enfin qui sont ces associations mutualistes. Est-ce que là c'est plus clair? Oui, plus clair. En 1914, pour soutenir l'effort de guerre, les femmes créent l'Union des femmes martiniquaises et l'Union des dames martiniquaises. Les femmes qui sont à la tête de ces associations, bien évidemment, appartiennent à l'élite noire et mulâtre de l'île, mais ce sont aussi les femmes des hauts fonctionnaires présents en poste en Martinique en 1914. Voilà. Ah, donc il y avait l'UFM alors, il y avait des associations féministes. Alors, c'est pas l'UFM tel qu'on le connaît maintenant, parce que c'est l'Union des femmes martiniquaises, et ce ne sont pas des associations féministes du tout. Elles n'ont rien à voir avec le féminisme. Ces femmes ne mettent pas du tout en cause les rapports hommes-femmes et les problèmes d'inégalité qui existent dans la société martiniquaise de l'époque. Non, ces associations sont créées pour venir en aide et assister l'effort de guerre, aider les blessés. Ce sont en fait des dames patronesses, ce ne sont pas des féministes. Mais ceci dit, tu as raison de poser les questions du féminisme, puisque à la même époque, en France et en Europe, certaines femmes revendiquent justement cette égalité avec les hommes et commencent à questionner cet équilibre des pouvoirs. En 1911 est créée par exemple la première journée internationale du droit des femmes comme Rosa Luxembourg ou Clara Zetkin, absolument, luttent pour les droits des femmes et se déclarent d'ailleurs contre la guerre, une guerre qu'elles considèrent comme une guerre coloniale. Pourquoi guerre coloniale? Parce qu'à l'époque, les pays européens se disputent pour s'accaparer l'Afrique, une partie de l'Asie, et que pour la gauche, enfin une partie de la gauche en tout cas, et des femmes comme Clara Zetkin et Rosa Luxembourg, la guerre de 14 sert à régler un certain nombre de conflits coloniaux. Donc en fait, c'est qu'un prétexte. Et d'ailleurs, ces femmes seront muselées au nom de l'union sacrée, on les empêchera de parler. Et pourquoi à cette époque les Martiniquaises elles soutiennent cette guerre-là et pas les féministes européennes? Elles ne s'occupent pas de l'égalité homme-femme? Non, parce que en fait la question est autre en Martinique. L'esclavage n'est pas très très loin et les Martiniquaises, comme les Martiniquais d'ailleurs, veulent l'assimilation. Ce qu'ils veulent, c'est être reconnus comme des Français et des Françaises à part entière. Donc vu quand on veut être reconnu par l'autorité coloniale, c'est pas le moment de secouer le cocotier pour revendiquer. Absolument, on part en guerre. Voilà. Les femmes soutiennent la guerre, on est du côté du manche, on va soutenir la guerre, on est du côté de l'autorité coloniale. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, contrairement aux féministes européennes qui, elles, effectivement s'opposent à la guerre, donc les femmes martiniquaises sont favorables à l'union sacrée, elles défendent l'idée du don du sang à la France, la mère patrie, et les Martiniquaises ne veulent absolument pas remettre en cause l'ordre établi, elles veulent y participer. C'est tout. D'ailleurs, on retrouve cette même collaboration
avec les forces coloniales en Guadeloupe, en Guyane, dans les colonies anglaises. Et les femmes participent activement à l'effort de guerre. Elles sont nombreuses sur les parcours des défilés, sur les quais de la Transat, qui sont les quais du port de Fort-de-France, et elles sont très présentes dans les banquets, les cérémonies officielles, etc. Elles apportent aussi une contribution financière importante. En effet, par exemple, l'Union des femmes martiniquaises organise un certain nombre d'événements, on récolte de l'argent, et après une année d'hostilité, l'Union des femmes martiniquaises a récolté 132 267 francs 90. C'est beaucoup pour l'époque. Oui, c'est beaucoup. Alors à titre de comparaison, par exemple, un ouvrier agricole est payé 2 francs la tâche. Donc en fait, cette somme-là correspond, donc les 132 267 francs et 90 centimes, correspondent à 2 jours, important les 90 centimes, à 2 jours de salaire des 30 000 ouvriers agricoles que comporte la Martinique. Donc oui, c'est énorme. Il me semble qu'elle parrainait des villes aussi. Oui, elle parraine des villes, comme la ville du martyr d'Étain qui a été bombardée par les Allemands, et cette ville, la ville d'Étain, devient filleule de la Martinique. Mais l'Union des femmes martiniquaises offre aussi envoie aussi des infirmières sur le front, et puis aide les sœurs de Saint-Paul-de-Chartres dans les 3 hôpitaux de Fort-de-France, dont l'hôpital qui s'appelait à l'époque l'hôpital colonial et qui est dit l'hôpital Clarac, c'est celui-là. Bref, en fait, ces femmes apportent soins et réconfort à ce qu'on appelait entre autres les gueules cassées, c'est-à-dire ces soldats revenus défigurés des tranchées. Elles envoient également des subsides aux soldats antillais, évidemment, en France. Mais cette guerre, qui, je te le rappelle, devait durer un peu longtemps, très peu de temps, s'éternise, et la lassitude commence à gagner chez les belligérants. Et en Martinique, évidemment, les Martiniquais aussi commencent à en avoir assez. Il y a de moins en moins de monde qui assiste à l'arrivée et au départ des bateaux. Et puis il y a le récit que les permissionnaires font des souffrances endurées dans les tranchées. Aussi. Absolument, il y a aussi le racisme. À cette époque-là, qu'il y avait la fameuse pub, il y a Bon Banana. Il y a Bon Banania, voilà, qui était d'ailleurs à l'époque un hommage, on ne dirait pas quand on voit les photos, mais qui était un hommage aux soldats coloniaux. Mais les soldats, oui, ils sont confrontés au racisme, et ça commence à faire réfléchir quand même quelques personnes. Mais les femmes dans tout ça, elles ne se sont pas mises à travailler, à goûter à l'indépendance financière? Alors en France et en Europe, oui, c'est vrai. Mais en Martinique, ça fait longtemps que les femmes travaillent, notamment la canne, les employés, les petites boutiquières, les marchands. Elles ont toujours absolument bien exploité, mais elles ont toujours été très actives parce qu'il fallait qu'elles gagnent leur vie. Voilà, donc elles ont toujours travaillé, et surtout donc l'indépendance financière, elles savent ce que c'est que de gagner sa vie. Donc c'est pas ça ce qui change. Ce qui change pour elles, c'est leur statut marital. Et comment ça? C'est-à-dire qu'à l'époque, donc je te rappelle, on commence à en avoir assez de la guerre, et un homme marié et père de famille a des chances d'échapper à la conscription, voire on peut lui permettre de ne pas revenir dans les tranchées. Donc tout d'un coup, on voit les chiffres des reconnaissances d'enfants et les mariages augmenter. Alors par exemple, il y a 467 enfants reconnus en 1914 et 1582 en 1915. De la même façon, les mariages, il y en a 397 en 1914, 718 en 1915. Donc c'est pratiquement, on passe du simple au double, voire du simple au triple. Pour ne pas partir à la guerre, là. Absolument, pour ne pas partir à la guerre. Et d'ailleurs, en 1919, quand la guerre est terminée, les chiffres reviennent à la normale, enfin, je veux dire, baissent. Il y a des hommes aussi qui reconnaissent plein d'enfants. Ils deviennent pères de nombreux enfants. Oui, oui, là, tous les moyens sont bons. D'ailleurs, c'est pour ça que les chiffres grossissent. Effectivement, il y a peut-être des enfants qui sont reconnus par quelqu'un d'autre que leur père, mais bon. Voilà, mais toutes les femmes sont concernées par ce statut? Non, de statut? Non, ça concerne évidemment surtout les ouvrières, les urbaines et les femmes qui travaillent dans les plantations, parce que pour les femmes de l'élite noire ou maîtresses de l'île, évidemment les femmes de fonctionnaires, bon, pareil, le changement n'est pas perceptible. Donc tu es en train de me dire que finalement, le fait d'être mariée et d'avoir des enfants légitimes, à part ça, rien n'a changé pour les femmes martiniquaises. Si, parce que quand même, pour une partie de la population martiniquaise, même si pour certaines femmes, la situation est moins précaire. Hein. Tout d'un coup, si le père de leurs enfants, elles bénéficient des pensions d'abord, parce qu'elles sont mariées à des soldats parfois, ou si le père de leurs enfants meurt, elles bénéficient de l'aide de l'État. Leur enfant devient pupille de la nation. Enfin, d'ailleurs, une partie. Oui, oui, effectivement, c'est pas génial, mais bon, écoute, quand on n'a pas d'argent, c'est quand même quelque chose
chose d'important et ça apporte un progrès pour une grande partie de ces ouvrières, même s'il est temporaire. Et d'ailleurs, le gouverneur de l'époque, j'ai un peu oublié le texte, mais le gouverneur de l'époque se plaint de l'absentéisme des femmes sur les plantations de canne parce que maintenant elles ont un peu plus d'argent, donc elles ne veulent plus aller se casser le dos pour gagner une somme misérable. Je croyais que les gens comme ils en avaient assez de la guerre, d'assister à tous ces défilés. Oui, mais en fait, les femmes vont se remobiliser à nouveau quand il va y avoir la victoire, donc c'est pas pareil, on fête la victoire. Oui, mais les femmes, il y a quelque chose qui va quand même changer pour les femmes en Martinique à la fin de la guerre de 14, c'est que tout d'un coup, il y a un député qui s'appelle Joseph Lagrosilière qui évoque dans un discours du 30 mai 1919 la possibilité de donner le droit de vote aux femmes. En fait, c'est surtout vécu comme une récompense, hein. C'est pas un droit, c'est parce que elles ont aidé leur mari à lutter vaillamment pour la France. Mais en Martinique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Martinique, en créant des associations de soutien à la guerre, les femmes ont marqué leur indépendance par rapport aux hommes et elles entrent dans l'histoire coloniale de l'île. Et d'ailleurs, elles apportent par exemple leur soutien à Lagrosilière. On voit aussi, je sais pas, je crois que c'est... Il y a le Irman Romanette qui a fait... Irmine, pardon, Romanette qui a fait son livre, L'Ascension de la Martinique, publié en 1932, qui évoque une femme qui quitte son mari et qui s'en sort malgré tout. Voilà, donc c'est quand même extrêmement novateur pour l'époque. Et en fait, on peut dire que dans l'entre-deux-guerres, le dévouement féminin devient doucement un dévouement à la cause des femmes. Je prends l'exemple de Paulette Nardal, qui est une des inspiratrice du mouvement de la négritude, absolument, qui participe en 1931 au congrès des femmes coloniales à Paris et qui fonde avec l'écrivain haïtien Sajou la revue du Monde Noir. Cette femme-là, en 1944, quand enfin les femmes obtiennent, Paulette Nardal, le droit de vote, crée le Rassemblement féminin, dont l'objectif est d'inciter les femmes à aller voter. Il y a aussi Claude Carbet avec sa loge féminine de l'émancipation féminine en 1931 qui lutte ardemment pour le droit des femmes. Disons que la guerre a ouvert une brèche en fait. La Martinique n'a pas obtenu le statut de département, l'assimilation avec la mère patrie n'a pas eu lieu. C'est peut-être un des facteurs qui permet de... on questionne d'abord l'autorité coloniale et l'autorité masculine ensuite. Dans un sens-là, on peut dire que la guerre a, disons, favorisé peut-être un peu l'émancipation des femmes, mais en Martinique, pas pour les mêmes raisons qu'en France. Donc finalement, lorsqu'on commence vraiment à questionner l'ordre colonial, l'autorité coloniale, on finit par questionner l'ordre social. Absolument, on commence à effectivement remettre en question l'équilibre des pouvoirs entre les hommes et les femmes. Mais on en est encore qu'au balbutiement. Voilà, donc là, on me fait signe que l'émission est terminée. J'espère que on vous a éclairé, que vous avez appris des choses sur l'histoire des femmes. Et nous vous adressons nos salutations féministes à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un moment intéressant qui nous enrichit et comme on dit, c'est important que pour s'émanciper, il faut aussi avoir des modèles positifs, il faut aussi avoir de la connaissance, de la culture. C'est important pour les femmes de connaître, de savoir tout ça et c'est aussi ça qui nous permet de relever la tête et qui nous permet d'avancer et d'avoir confiance en nous. Merci à vous. Merci. Merci à Yamina, merci à Géraldine. Merci Georges. Voilà, alors nous allons tout de suite passer à notre rubrique internationale et nous verrons à travers cette rubrique comment les femmes dans le monde entier, on appelle ça la rubrique Oliron Latte, comment ces femmes sont, il existe de très nombreuses femmes qui sont victimes de violences et comme disait une représentante africaine de l'ONU, depuis 30 ans, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter et c'est quand même c'est un véritable cataclysme, je pense, une véritable catastrophe, c'est quelque chose d'incroyable, la montée des violences en direction des femmes. Donc tout de suite, notre rubrique Oliron Latte, Femme Oliron Latte. Yes. Alors pour cette rubrique Femmes Oliron Latte, c'est-à-dire les femmes dans le monde, nous avons Huguette Belma, qui est membre de l'association Culture Égalité, qui va passer très rapidement en revue tous ces crimes, toutes ces femmes qui dans le monde souffrent d'injustice et qui sont tuées et qui sont persécutées. Nous y allons tout de suite avec ce diaporama
qui fait un tour des femmes dans le monde. Merci Huguette d'être là ce soir avec nous. Alors donc, femmes au liron de la terre. Femmes au liron de la terre, femmes du monde. Partout dans le monde, les femmes sont discriminées, opprimées, violentées, mais partout aussi, elles résistent. Et que... Attends, on peut recommencer rapidement, Manuela. C'est là que je suis. Donc je dois regarder comment je peux faire. On recommence depuis le début. Comment je peux faire? Ouais, parce que il faut que tu regardes là l'image. Il faut que je regarde. Oui, tu regardes, voilà, tu regardes là. Ok. Non. Et puis il faut vraiment que tu raccourcisses même l'introduction là. Ouais. Alors nous avons, on a été trop long. Pour cette rubrique Femmes au liron de la terre, les femmes dans le monde, nous avons le plaisir d'accueillir Huguette Bellemare, membre de Culture Égalité, qui nous fera un rapide portrait, qui va passer en revue toutes ces femmes qui sont victimes de crimes dans le monde. Donc partout dans le monde, les femmes sont discriminées, opprimées, violentées, mais partout aussi, elles résistent. Et Culture Égalité veut ici saluer le combat des femmes du monde entier. Ici, on a sur les femmes de la Palestine, nous voyons que les femmes palestiniennes qui sont victimes dans ce conflit résistent. Oui, elles manifestent, en particulier à Jérusalem, pour exiger le droit de vivre pour leur communauté, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas un conflit entre des puissances égales, mais une guerre de colonisation, une guerre coloniale qu'Israël fait à un peuple indigène, les Palestiniens. Il n'y a qu'à voir le rétrécissement du territoire palestinien au cours des années, pour le comprendre. En Martinique, en France, dans le monde entier, les femmes réclament la paix, exigent l'arrêt des violences contre les populations civiles, le respect des droits humains et l'application du droit international. Entre autres, le retrait des territoires occupés et la fin du blocus contre la bande de Gaza. Culture Égalité a participé à ces manifestations qui ont lieu en Martinique. En Iran, une femme, Rayane Jabari, étudiante décoratrice de 26 ans, a été pendue le 25 octobre à la prison. Elle était emprisonnée depuis 7 ans pour s'être défendue et avoir tué un agent du renseignement qui tentait de la violer. Elle avait 19 ans à l'époque. Et là, c'est une femme de l'ONU, une Iranienne, qui défend qui vient rappeler un petit peu à l'ONU toutes ces femmes qui sont victimes de violences en Iran. Oui, et qui appelle à la solidarité envers les femmes qui sont victimes des agressions à l'acide en Iran. Agressions à l'acide pour les empêcher de prendre leur place dans le mouvement. Au Pakistan, ici? Oui, au Pakistan, on voit à l'image Asia Bibi qui a été inculpée pour blasphème envers Mahomet. C'est une femme qui est mère de 5 enfants, qui fait partie d'une minorité chrétienne opprimée au Pakistan et sous prétexte de blasphème envers Mahomet, c'est-à-dire d'avoir critiqué Mahomet, elle a été condamnée à mort en première instance en novembre 2010 et sa condamnation vient d'être confirmée. Et il y a de nombreuses mobilisations au Pakistan. Oui, et c'est très difficile de s'opposer. Même des gens du parti du peuple au pouvoir ont été tués parce qu'ils essayaient de lutter contre cette loi. En Libye? Ici, en Libye, c'est le ministre de la Justice libyen qui a annoncé l'adoption d'un décret reconnaissant comme victimes de guerre les femmes violées au cours de la révolution de 2011. Il faut dire aussi que des femmes de tous les âges étaient descendues dans la rue brandissant des pancartes pour exiger des autorités cette reconnaissance des viols perpétrés pendant la révolution.
Alors ça c'est une histoire bien connue, c'est les filles, les femmes et les jeunes filles qui ont été enlevées par Boko Haram au Nigeria parce qu'elles vont à l'école et parce qu'elles sont chrétiennes. En effet, Boko Haram est un mouvement pour le djihad, c'est-à-dire pour la guerre sainte, dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché. Ces jeunes filles ont été enlevées. Aussi, hein. Tu dis? Elles sont actuellement mariées de force. Elles sont, on les utilise, des otages échappés, on dit que ces filles sont mariées de force, converties de force et qu'elles sont utilisées en première ligne dans les combats. Alors, il y a eu un grand mouvement de solidarité internationale envers elles, mais petit à petit, cette solidarité s'est émoussée et actuellement, ce sont uniquement les parents et les membres nigériens du mouvement de solidarité qui se battent tout seuls sans l'aide dans les différences des médias internationaux. Alors, le corps des femmes, armes de guerre, l'ONU indique qu'au Congo, au moins 500 000 femmes, fillettes, bébés de tous âges ont été violées et souvent mutilées. Et ces crimes contre l'humanité sont le fait de groupes armés rebelles, de troupes officielles, comme des troupes officielles congolaises. Alors en Indonésie, qu'est-ce qui se passe en Indonésie? Même chose, des membres des forces de sécurité et des groupes armés ont violé et infligé de violences sexuelles à des femmes et à des jeunes filles. Alors on se rend compte que les violences sexuelles, les armes de guerre, c'est encore en Indonésie? Oui. Il s'agit d'un mouvement de résistance. À Jakarta, des ouvrières du textile ont créé une radio pour pouvoir dénoncer les violences dont elles sont victimes. En effet, elles doivent se battre pour faire respecter leurs droits au salaire minimum, au congé de maternité, à la sécurité sociale, au paiement des heures supplémentaires, et elles doivent faire face en plus à la violence sexuelle sur leur lieu de travail. Donc ces femmes veulent briser le silence et faire maintenant un film. Et elles demandent pour cela l'aide internationale. En Irlande? Ici en Irlande, on a une trentaine d'activistes, dont une parlementaire du Parti socialiste, qui est un parti marxiste, qui sont allés en Irlande du Nord et ont ramené par le train des pilules abortives de Belfast où ces pilules sont autorisées. Et elles les ont avalées afin de démontrer leur innocuité et afin de réclamer l'évolution de la législation irlandaise dans ce domaine. En effet, l'Irlande a adopté une loi qui autorise l'avortement, mais uniquement lorsque la vie de la femme est en danger. Là, c'est au Mexique. Oui, au Mexique. Il y a des accusations qui ont été portées contre Lucila Bettina Cruz Velasquez, qui est une défenseure de droits humains. Ces accusations ont été portées après une manifestation pacifique organisée pour réclamer le respect du droit à la terre des populations indigènes indiennes et pour s'opposer à l'accaparement de ces terres par des entreprises multinationales. Donc Bettina Cruz a été placée en détention sous les accusations de séquestration de fonctionnaires. Ici en Martinique, on voit que les femmes se mobilisent et ici aussi, les femmes ont été victimes de violences. Il y a une femme qui a été tuée au Terre-Saint-Ville, donc que nous avons participé à ces manifestations de solidarité pendant le mois d'août contre les violences faites aux femmes. Et aussi, là, dans le monde, oui, beaucoup de gens manifestent, beaucoup de femmes en particulier, contre les violences faites aux femmes. Dans le monde entier, hein, les femmes se mobilisent contre les violences qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont de plus en plus importantes. Oui, en matière de violences liées au genre, les statistiques sont éloquentes. Une femme sur 3 dans le monde aura été battue, contrainte d'avoir des rapports sexuels ou aurait subi d'autres formes de sévices au cours de sa vie.
Là, c'est le Burkina Faso. Au Burkina Faso, vous savez, Blaise Compaoré est arrivé à la tête du Burkina Faso en 1987, c'est-à-dire depuis 27 ans, par un coup d'État. Et il a voulu modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Les femmes sont descendues dans la rue et ont manifesté une spatule à la main, ce qui est un symbole très grave, paraît-il. Elles ont été très très nombreuses, elles ont été vraiment très mobilisées pour demander la démocratie. Et finalement, elles ont eu gain de cause puisque Compaoré a été obligé de démissionner et un gouvernement de transition a été formé. Alors en Tunisie, excuse-moi. En Tunisie, on est obligé. En Tunisie, les femmes manifestent, oui, parce qu'elles ont participé massivement aux révolutions et aujourd'hui elles se sentent flouées parce qu'elles ont l'impression que leur gouvernement veut revenir en arrière. Surtout que la Tunisie, c'est le pays où les droits des femmes étaient les plus avancés dans le Moyen-Orient. Donc elles se battent pour défendre leurs acquis et empêcher tout retour en arrière. Alors, en France, c'est le problème des sans-papiers. Certaines femmes sans-papiers sont victimes de la traite d'êtres humains et soumises à un quasi-esclavage. Et pourtant, récemment, elles se sont mises en grève pour obtenir des papiers et elles ont gagné grâce à leur détermination et à un large soutien des syndicats en particulier. Ça s'est passé chez les employés d'une onglerie à Paris, mais aussi dans plusieurs hôtels de luxe à Paris. Au Pakistan, là nous avons quand même quelque chose d'assez qui nous rassure, hein, c'est le prix Nobel de la paix. Oui, le prix Nobel de la paix vient d'être décerné à l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai. Excusez-moi, ainsi qu'à un Indien pour leur combat en faveur du droit des filles à l'éducation. Oui, parce qu'elle s'est battue pour que les filles aillent à l'école au Pakistan et ça c'est insupportable pour le gouvernement, pour ceux qui veulent imposer les femmes dans l'ignorance. Oui, elle a été attaquée. D'ailleurs, elle ne vit plus au Pakistan, hein, de toutes les façons. Oui, elle ne vit plus là, je crois qu'elle est à Londres, hein, oui, je pense que c'est là qu'elle vit. Ben oui, nous demandons la justice, l'égalité, la paix pour les femmes du monde entier. Et nous disons que c'est important que nous nous mobilisions pour cette paix. Et d'ailleurs, nous donnons rendez-vous à tous les téléspectateurs ou téléspectatrices le 10 décembre, le mercredi 10 décembre, parce que c'est la journée universelle des droits humains. Et nous voulons dire massivement, et nous vous invitons à venir avec une bougie ou sans bougie, mais venir dire que nous sommes solidaires de ces femmes-là, des femmes victimes de violences dans notre pays, dans le monde entier, parce que quand les choses ne vont pas dans les autres pays, nos droits aussi sont menacés. Donc il faut absolument qu'on ne reste pas dans l'indifférence et que nous marquions ce mercredi soir à 18 h que la Martinique, les femmes de la Martinique, les hommes de la Martinique vont se mobiliser pour rendre hommage à ces femmes qui sont agressées dans le monde entier, chez nous et partout, le 10 décembre. Et qui luttent et qui continuent à lutter et qui résistent. Parce qu'elles ne sont pas que victimes, elles résistent et elles luttent aussi. Voilà. Donc nous avons été très très rapides pour ce tour du monde des femmes, mais ça nous permet de voir comment il y a encore, et ça va en s'accentuant, les choses ne s'arrangent pas. Mais pour clôturer cette émission, nous allons passer un moment agréable, même si le thème que va développer dans son texte, Yawa, que nous accueillons aujourd'hui, merci d'être là avec nous. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer lors d'une manifestation de l'éducation nationale et nous allons écouter tout de suite sa vidéo, son clip, et elle va se présenter tout à l'heure. Merci d'être là, Yawa. Mon nom est Yawa, mais c'est un pseudo que j'ai adopté il n'y a pas longtemps. Avant, mon nom était Brice. B-R-I-C-E. Brice, un nom de fils pour une fille qui ne s'assume pas femme. Traître à son genre le temps d'un slam. Oyez l'histoire. Il était une fois, moi, femme. Au commencement était moi, l'enfant, né fendu. Une fille, dit-on, pour une vie dictée. L'endoctrinement a déjà commencé. Commençait petite
petite section, mais grande sanction pour crime sans précédent. Moi, fille, j'ai voulu jouer au pompier. Une fille, ça ne joue pas au pompier. Une fille, ça joue à la tinette, à la poupée. Une fille, ça joue avec les filles. Quand moi, fille, je file le train au gros camion des garçons. À peine savais-je marcher, j'avance déjà marqué, je suis garçon manqué. Leur définition me fait déféminiser. Je suis manqué, mentier, moitié-moitié. Moi, mal fini, une faillie fille. Alors lasse. Moi, l'adolescente invente Brice. Un nom de fils pour une fille qui ne s'assume pas femme. Traître à mon genre le temps d'un slam, je t'explique si tu t'accroches à la trame ce qu'implique d'être sans reproche une dame. Il faut que tu sois soigné, il faut que tu sois coiffé, il faut que tu sois douce et que rien ne dépasse d'un pouce. Tu dois savoir, tu dois pouvoir, tu dois entendre, comprendre et éviter, s'il te plaît, de te plaindre, car une fille ne dit pas et une fille ne doit pas. Une fille ne fait pas, une fille ne peut pas. Moi, fille, je n'en peux plus. Les règles s'accumulent et derrière chaque interdit, les autres se dissimulent pour façonner des demoiselles. Parler, marcher, ranger, tout n'est que règlement qui s'insinuent jusque dans la plus extrême, ultime intimité. Tu le sais, les filles bien éduquées jouissent et fils en silence. Moi, fille, j'oscille toujours entre la rébellion et le mécontentement, mais muet. Je me vois et je suis ce qu'il voulait que je sois. Je ne fais ni ne dis ce que je ne dois et ma mutinerie tue, m'éteint à petit feu. Je cherche l'alternative et trouve l'alter-ego. Je le prends en cateau quand moi je ne crois pas. Je le prends visage d'ange quand ma colère se voit. Je le prends rebelle, quand moi je baisse les bras. Je le prends masculin mais émasculé. Brice, du nom de ce saint qui sécha le sacerdoce pour le sexe et trahit les siens pour les sous. Brice, mâle femme, miel femme, mille femmes. Je me découvre moi femme. Et je découvre que eux hommes sont aussi des victimes. Ils crient à l'arnaque, vindictent contre les comptes. Et ils y ont cru qu'après le mariage, comme la princesse aux faciès de neige, on ferait la bouffe, la vaisselle et le ménage pour 7 bons hommes, puants et en âge, en sifflotant du Beethoven ou ici du Canonge. Le système est ainsi fait pour tous nous façonner. Une fois que je l'eus su, je ne plus pu porter un nom de fils. Ni mâle femme, ni miel femme, ni mille femmes, mais moi, femme pour sûr. Je me fous des dés et des finitions. Moi et ma féminité, nous nous multiplierons et vivrons dans la félicité jusqu'à la fin des temps. Alors Yawa, ce clip que nous avons beaucoup aimé, puisque ça correspond bien à l'esprit de ce que nous voulons dire, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé ce clip, comment vous l'avez écrit. Ce texte? Oui. En fait, je l'ai écrit assez rapidement, je dois avouer, mais c'est vrai que c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que moi j'étais une petite fille qui aimait les camions et j'étais pas très poupée, enfin j'aimais les poupées aussi, mais j'aimais les camions et les petites voitures. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert des camions et des petites voitures, mais par contre à l'école c'était très difficile, c'était très mal vu, je me suis beaucoup fait crier après. Parce que j'étais pas dans le bon coin de la classe, quoi. Mais j'avais un père qui était un peu gaga devant sa fille, donc moi je voulais des camions, il m'offrait des camions s'il avait les moyens. Et j'avais une mère qui dans une autre dynamique, qui refusait, par exemple, moi j'ai appris les contes Cendrillon, tout ça à l'école, parce que chez moi on m'enseignait pas ça, parce que l'idée d'une princesse qui attend simplement, ça correspondait pas du tout à ma mère. Et donc j'ai raconté cette histoire qui est une histoire vraie en fait, de punition, parce que je voulais pas jouer au jeu qu'on m'avait donné. Et nous avons eu l'occasion de vous rencontrer aussi dans d'autres. Vous continuez, vous êtes paroleuse, comment vous vous définissez? On m'appelle comme on veut. Comme on veut. Voilà, nous on dit paroleur parce que c'est plus large que le simple slam qui renvoie à quelque chose d'assez défini. Et comme on est d'un pays d'oralité, et donc on mélange un peu toutes nos influences, on trouve que paroleur c'est plus large et c'est moins restrictif.
Mais les gens m'appellent comme ils veulent, c'est point qu'on va ici, là. Bon, merci beaucoup Yawa, c'était vraiment un bon moment passé avec ce clip, cette vidéo. Merci à toi d'être venu là aujourd'hui, de nous avoir fait cet honneur, et puis bonne chance, et puis continue à écrire de beaux textes. Nous savons que tu en as déjà écrit plusieurs, et ça nous convient tout à fait, et c'est extraordinaire. Merci de et m'avoir merci invité. aussi à Huguette. Et nous allons terminer là notre émission par cette rubrique culturelle, mais avant de terminer, nous allons vous projeter un clip qui a été réalisé par une membre de notre association, par Yamina. Et tout de suite, voilà le clip. Et merci à vous, merci à Zouk TV, et merci à ces téléspectateurs et téléspectatrices qui ont pris ce temps pour nous écouter, pour nous regarder. Soyez indulgents, c'est notre première émission, ça n'a pas été évident, une émission d'1h30. Merci. Alors au mois prochain, puisque nous allons relever le défi d'une émission par mois. Et puis n'oubliez pas vos petits quiz, vos petits questionnements. N'oubliez pas que nous devons nous relever, que nous devons agir individuellement mais collectivement pour poser ces bases de cette société et aller vers plus d'humanité dans ce monde avec les hommes et les femmes. Mais d'abord nous relevons la tête. Notre spot. Je sais dire non. Je sais ce que je veux. J'ai des opinions. Je suis un être humain à part entière. Femme, homme, on n'est pas pareil, mais on vaut pareil.